On ne sait pas bien d'où il sort, Arnaud Bachelin. D'un roman d'Agatha Christie, d'une estampe japonaise, d'une abbaye dans le Morvan, pour tout dire, peut-être des trois à la fois. Archéobotaniste, il est tombé amoureux du thé, il en a goûté des milliers en arpentant le monde, en le déclinant en plats salés et sucrés, en écrivant dessus des pages et des pages, comme si la passion du thé était inscrite quelque part dans l'univers, entre macrocosme et microcosme, poésie et gourmandise, quête de sens et lâcher prise. Arnaud Bachelin, bonjour. Bonjour Joseph Agostini. Pour vous alors, qu'est-ce que c'est un ciel superbe? Alors pour moi, un ciel superbe, ce serait un ciel brumeux. J'ai ce côté, on va dire, très à la Oscar Wilde qui dit que c'est dans l'inconnu, en fait, et dans cette brume que naît le merveilleux. Donc un ciel de spleen. Oui, alors je suis quelqu'un de très spleen. Souvent, mes amis ont tendance à dire que je suis resté bloqué à la fin du 18e, début du 19e, mais Ouais. parce que j'aime ce côté pas morose, parce que je trouve qu'il y a énormément de poésie, de magie et de vie, en fait, dans la pluie, dans un ciel gris. Donc je pense être un des rares à me réjouir le matin quand il pleut. Il y a plus de vie dans un ciel pluvieux que dans un ciel clair. Oui, parce qu'en fait, un ciel clair, alors, c'est à double tranchant. On peut y voir, tous les possibles et en même temps aussi, on peut ne rien y voir. Moi, je trouve que derrière la brume, il y a toujours forcément quelque chose, qui est inatteignable pour le moment, qui va se dévoiler, au fur et à mesure et donc pour moi, c'est vraiment à l'image de la vie. J'entends quand même votre passion du fog anglais. Oui, on peut dire aussi du Fog Morvandio puisque j'en viens, mais Ah ben voilà, les deux se relient alors. oui, je trouve qu'il y a une vraie poésie. Ce sont vos grands-parents bourguignons qui vous ont initié au thé. L'aimaient-ils autant que vous l'aimez? Pas du tout et bêtement, oui, ceux qui m'ont orienté vers ce produit-là parce que je n'aimais pas le lait. Mon grand-père buvait un très mauvais thé au citron, dont je ne citerai pas la marque, à la boîte jaune, mais donc pour vous dire qu'on partait de très loin. Après, c'était de vrais esthètes et puis de vrais, épicuriens, donc ils avaient tendance à m'encourager à aller dans la découverte. Vous dites à un moment donné dans une interview que vous étiez fasciné par l'infusion. Oui, ça c'est quelque chose qui moi mais encore aujourd'hui, hein, je continue de tout infuser. J'ai un peu plus de bases maintenant qui sont un peu moins dangereuses du coup, puisque quand j'étais enfant, je m'amusais à infuser des feuilles de rhubarbe, ce genre de choses. Donc je pouvais très vite fabriquer des poisons. Oui. Pour vos grands-parents? Alors mon but n'était pas de les éliminer. Ouais. Non, c'est que j'avais cette fascination pour ce liquide infusé qui pouvait, ouvrir des portes et raconter plein de choses. Donc le premier thé de votre enfance était un thé industriel. Oui, j'ai commencé avec les thés industriels, avec Ouais. le thé au caramel pour être, très Ah, clair. voilà, ça a commencé là. Et donc vous, qui avez goûté plus d'un millier de thés, si je vous demande votre préféré? Alors c'est une question à laquelle je sais jamais trop répondre. J'ai envie de dire que je serais un thé des rochers du Fujian, au sud de la Chine, pour la simple et bonne raison que je me reconnais à la fois dans le thé et dans la région. C'est très brumeux, il y a plein de pics, enneigés l'hiver, énormément de conifères et puis en même temps, les thés des rochers, donc qui sont des oolongs avec une belle oxydation en fait, me correspondent assez. Mhm. Et vous avez également dit la surprise dans le thé est plutôt négative. À quoi reconnaît-on un mauvais thé alors? Alors, de différentes façons, à la fois je vais reconnaître un mauvais thé s'il est trop attendu, et puis en même temps il y a des moments quand, je veux un type de thé, si je veux un thé des rochers, je m'attends à ce qu'il ait un goût de thé des rochers. J'aime la surprise dans le sens où si on m'emmène ailleurs, mais tout en gardant en fait quand même l'ADN d'un thé des rochers. À quel moment avez-vous décidé d'en faire votre vie? J'avais tendance, quand j'étais, à l'université, à toujours dire que quand je serais à la retraite, j'aurais un troupeau de moutons et un salon de thé. Et mes amis m'ont proposé de prendre ma retraite, immédiatement. C'est ce que j'ai fait. D'accord, donc vous êtes déjà à la retraite. Oui, j'ai pas la sensation de Psychologiquement, vous avez le sentiment de déjà avoir dépassé ces contingences
existentielle. Oui, j'ai pas j'ai jamais le sentiment d'aller travailler. Ouais. Que je parte au fin fond de la Chine pour trouver du thé ou que je sois, à Saint-Germain-des-Prés à le servir Ruth ou à le Condé, raconter, rue de Ruth Condé, Condé territoire, votre ou que je votre sois à maison de thé. écrire. J'ai à aucun moment le sentiment d'aller travailler. Oui. Au contraire, j'ai l'impression que je suis en loisir perpétuel, voilà. Mais alors c'est formidable. Il y a quelque chose d'une vie réussie. Alors je sais pas à quel moment on peut dire que sa vie est réussie, toujours Quand on est. s'amuse en la vivant. Oui, alors après, je suis quelqu'un qui croit aux signes et à l'alignement et j'ai le sentiment que depuis quelques années, oui, je suis assez aligné. Oui. Et mais enfin, je vous connais un petit peu. Je pense que quand même vous travaillez énormément. Est-ce que vous en avez conscience? Oui, je travaille énormément, mais en fait, j'ai pas le sentiment de travailler là encore. Je m'épanouis dans ces journées, très denses, chargées et où j'aime me lever le matin et savoir que je ne vais pas pouvoir réussir à faire tout ce que je voudrais faire. Parce que vous avez une conférence, vous avez un livre, vous avez la maison de thé qui vous attend, vous dispensez des recettes de cuisine Mmh. également, vous avez construit pour Hermès des. Vous avez, comment on peut dire d'ailleurs, vous avez travaillé pour. J'ai contribué au développement du salon de thé de cette maison et ça Oui, a été un très beau projet, mais d'un point de vue créatif en fait, d'un hein, point de vous vue avez créatif, imaginé. totalement. Oui. Et ensuite, surtout, oui, j'ai plein de cordes à mon arc. C'est-à-dire que je ne sais pas faire de choix, et je ne connais pas la demi-mesure. Donc, je suis amoureux du patrimoine, donc bah, j'ai bêtement repris une abbaye que je rénove. J'aime le thé, On va en j'ai parler bien sûr. bêtement, créé une marque et une maison de thé. J'aime énormément écrire, je suis à mon 5e livre, voilà, c'est naturel. J'aime cuisiner, mon éditrice m'a proposé de transmettre ces recettes un peu atypiques, bah, c'est ce que je fais, mais je le fais Mhm. naturellement. Alors justement, hein, parlons-en de cette abbaye d'Avalon que vous êtes en train de restaurer. C'est d'ailleurs, les travaux se terminent là. Alors On je est à sais la pas si on fin. peut dire qu'un jour les travaux se terminent sur Oui, ce genre de bâtisse, en mais tout cas. en tous les Hmm. cas, elle est en meilleur état aujourd'hui que ce qu'elle Oui, n'a été et puis, bah, le ciel se dégage pour elle en tout cas, moins et nuageux. beaucoup moins nuageux, même si Oui. elle est très belle par temps gris. Hem, les travaux ont été assez compliqués. C'est un bâtiment qui a été, abandonné, qui a été meurtri, qui a été découpé, morcelé, et moi je suis arrivé en me disant: «Bon, bah, si je faisais le pari fou de tout restaurer et de tout remettre en un seul lot». Parce Voilà, que 9 propriétaires se sont succédés avant vous. exactement. Hein, c'est ça. Donc vous arrivez. Alors c'est quand même une rencontre ratée au départ, Oui, hein, puisque bon, vous avez envie d'y bah, aller, mais bon, voilà, c'est c'était pas pas le possible. Oui, c'était pas le moment, c'était pas possible financièrement et puis, très honnêtement, j'étais pas mûr non plus, c'est ça. pour, tenir un projet pareil. Heu, Quand, le hasard veut que ce bâtiment se remet sur ma route, forcément, je me dis: «Bon, il y a pas de hasard quand même, il faut que j'y aille». J'y suis allé, et sans le dire à personne d'ailleurs. Je l'avais dit juste à ma grand-mère. Hem, Et votre père qui voulait que vous achetiez une maison Lui ancienne, mais s'attendait à pas. une maison plutôt conventionnelle quand même, Voilà, c'est ça. Enfin, une maison qui vous ressemble quand même, hein. Oui, bah, c'est la chose que m'a dit ma mère la première fois qu'elle est rentrée dans le bâtiment. Ouais. Elle m'a dit: «Ça vous ressemble beaucoup quand même». Ça vous, votre mère, elle vous voit? Oui, alors, on passe du vouvoiement au tutoiement très facilement chez nous. Ah bon? Voilà, Ah bah, on très fait un mix bien. de tout, en fonction de D'accord, la tonalité de ce que l'on veut dire et de la distance que l'on veut mettre. d'accord. Entendu. Donc vous, et alors l'abbaye d'Avalon, pourquoi, à votre avis, un tel coup de foudre? Parce que bon, il y a beaucoup de. Alors, quand on rencontre un lieu de cette manière, on convoque presque une vie antérieure, non? Ça, c'est 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 assez troublant pour moi parce que plus les années passent et plus, je rencontre des coïncidences. Donc et je crois aux signes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, oui, je me pose beaucoup de questions et puis, la spiritualité veut énormément dire pour moi. J'ai un rapport à la spiritualité et aux lieux, religieux assez fort sans être pourtant un pratiquant, assidu. Mais il y a plein de choses qui me parlent. L'art roman me parle, la liturgie me parle, et puis après c'est assez étrange de se rendre compte que des ancêtres sont passés par là, que,
qu'un peintre que l'on aime depuis son enfance, en fait, a été baptisé dans cette église. Voilà, ce sont des coïncidences, mais il arrive un moment, ça fait réfléchir. Jusqu'au dernier prieur qui se réfugie rue de Condé à Paris au moment de la Révolution française, et je découvre ça alors que je suis déjà installé. Donc, forcément, oui, je me pose la question. Mhm. Vous préféreriez vous appeler Archibald? Non. Non, Non? en fait, j'aime beaucoup mon prénom, j'ai Ouais. beaucoup de respect pour celui-ci. Archibald est un surnom, qui date de l'université, et qui est resté, et du coup, une partie des personnes me Oui, connaissent sous le nom d'Archibald, bah, et j'ai l'impression qu'ils heu, vous ont renommé comme ça parce que ça vous allait mieux au fond. oui, Il y a ça peut peut-être quelque correspondre à mon chose, univers totalement. un univers. Alors un univers aussi très particulier, hein, puisque c'est entre, moi je le qualifierais finalement entre Gustave Flaubert et Winnie l'ourson, quoi. On est, on est un peu entre les deux quand on rentre C'est rue de exactement ça, Condé. oui, Et on se dit, bah, entre Gustave Flaubert et Winnie l'ourson, en fait, il y a Lewis Carroll. exactement, et Il le y a lapin peut-être est en Andy retard. Warhol aussi, quand même, aussi. Il y a les deux qui Oui, cohabitent. oui, en fait, cet univers, qui a toujours été le mien depuis l'enfance, et je crois que j'en ai jamais abandonné aucune part, ce qui fait que, ce matin encore, j'achetais des albums pour enfants, alors que je n'en ai pas, et du coup, C'est vous l'enfant, c'est alors. moi l'enfant, et je joue en permanence. J'aime les dinosaures, toujours. Vous aimez les renards? J'aime les renards, C'est vous le évidemment, c'est renard, moi le d'ailleurs, renard, hein. Ouais. et j'aime les chevaliers, j'aime les châteaux forts, j'aime, l'art, j'aime, la nature, enfin voilà, et j'assume tout. Voilà. Oui, oui, finalement, c'est tous ces... Alors, je sais pas si ce sont des paradoxes, mais en tout cas, c'est une manière de rassembler plusieurs mondes qui peuvent paraître à beaucoup antagonistes. Oui, alors après, ce qui est intéressant et ce que je trouve amusant, c'est que souvent aussi les gens se reconnaissent forcément dans ce monde. Parce qu'il y a forcément un détail de cet univers qui va leur parler, leur évoquer quelque chose. Pour moi, le moment le plus drôle, par exemple, le week-end, sur les brunchs, je me suis amusé à collectionner les verres à moutarde et à servir les jus de fruits dans les verres à moutarde. Les personnes qui réagissent le plus sont les adultes. Les Ouais. enfants réagissent rarement. Mais mettez un verre avec Casimir à un adulte et vous pouvez être sûr que vous avez le droit à des anecdotes. Du coup, c'est tout ça que j'aime convoquer aussi chez Mhm. Territoire, parce que c'est une vraie maison en fait. Donc les gens viennent comme chez eux et puis ils se dévoilent énormément aussi. Alors moi j'ai amené une amie à Territoire et puis la première réaction c'est qu'elle a eu peur. Elle a eu peur de cette espèce de silence monacal qui régnait au départ. Et ensuite elle est devenue addicte à ce silence. Elle m'a dit Joseph j'aimerais tellement revenir. Alors non seulement pour manger des scones effectivement qui sont très bons et ce fameux thé artisanal, mais également hein, pour retrouver ce silence qui lui a fait peur au départ. Ah oui, c'est troublant. J'ai même des personnes qui, des fois, rentrent, s'installent et repartent. Parce que c'est trop pour eux. Mais c'est assez troublant parce qu'on est dans un quartier qui fourmille, qui grouille. En fait, on est au carrefour de l'Odéon. Donc c'est quand même assez animé. Et on arrive dans cette parenthèse où vous n'avez pas de fond musical, où tout le monde parle plus ou moins bas, même si en fait personne fait plus. En fait, ce qui est drôle, c'est que le lieu l'impose visiblement, puisque tout le monde le Oui, fait spontanément. oui, et puis un lieu que beaucoup pensent beaucoup plus vieux, puisqu'il a 6 ans. Oui. Ça a 6 ans, et j'ai régulièrement des personnes qui s'imaginent qu'on a toujours été là. Notamment beaucoup d'étrangers qui, quand ils arrivent, on a eu énormément de presse au Japon, et quand les Japonais arrivent, ils s'imaginent que la maison existe depuis le 19e et que c'est pour ça qu'il y a tant de choses accumulées. D'ailleurs, C'est pour juste... ceux, les Japonais qui ont le syndrome de Stendhal, il faut vraiment les amener là. Ah, Hein, totalement. Oui, oui. parce que comme ça, ils se réconcilient quand même avec Paris. Ah oui, mais totalement, en fait. C'est parce que on va les choyer. C'est l'idée de ce lieu-là aussi. C'est réconfortant, c'est d'être choyé, c'est un peu la Madeleine de Proust à chacun. C'est-à-dire, c'est de retrouver. Alors, j'ai des Britanniques qui viennent retrouver le goût du scones, d'autres qui viennent redécouvrir et retrouver le fauteuil du grand-père, l'odeur du thé fumé de la grand-mère, enfin, ce genre de choses. Donc c'est ça aussi. Il y a un côté presque psychanalytique aussi dans ce salon de thé, ce qui est assez Oui. drôle. La réminiscence hein, Totalement. proustienne. Mais alors, Arnaud Bachelin, moi j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez également vivre ailleurs, au Japon, euh, en Inde. Vous n'allez pas rester à Paris, non? Alors c'est drôle parce que c'est l'inquiétude permanente de plein de personnes qui me demandent: «Mais vous restez, hein?» Hem, je sais pas.
Je sais pas en fait, je sais que je termine l'année rue de Condé, je sais que je ferai l'année prochaine rue de Condé et je sais pas ensuite. Je ne sais pas les rencontres que je vais faire et qui vont m'emmener ailleurs. Évidemment, je passe de plus en plus de temps dans le Morvan et dont je suis forcément, très épris. C'est ma vraie région, de cœur et de sang. Et vous Donc voulez y cultiver l'art roman alors dans cette abbaye, hein? C'est ça quand même votre objectif, c'est d'en faire un lieu de fête et un lieu culturel, mais aussi un musée, oui, hein? l'idée, c'est de le faire vivre, c'est de rapporter de la vie. Je fais partie de la Demeure historique, qui est une association de propriétaires de monuments classés ou non, mais de monuments historiques. Et moi, pour moi, il faut absolument arrêter de vouloir mettre des monuments historiques sous cloche en disant non, il faut surtout pas les restaurer comme ci, comme ça, il faut qu'ils vivent. Et si on veut les transmettre et qu'ils soient là encore dans 500 ans, il faut leur donner un rôle qui a du sens aujourd'hui. Et arrêter d'en faire des salles d'exposition, on va mettre les aquarelles du club du troisième âge du coin. Il faut tout accepter dedans. Donc, on doit pouvoir accepter d'y faire une discothèque, d'y faire une bibliothèque, d'y faire une salle des fêtes et en même temps d'y faire une salle d'exposition, un musée. Enfin, tout est possible et imaginable. Il faut juste que ça vive. Mmh. Donc vous allez encore vous amuser dans cette abbaye, Ah, je hein? m'amuse déjà énormément. Enfin, imaginez-moi dans mes 1500 mètres carrés, totalement atypiques avec des Qui vous ont voûtes. angoissé au départ, hein, les 1500 mètres carrés, Bah, il y a hein? encore des moments où ça m'angoisse, très honnêtement, Mais comme là, vous. c'est presque fini. Oui, mais il y a encore des angoisses parce que, bah, si vous voulez, avoir une abbaye, pareille, c'est comme avoir un enfant. Donc c'est-à-dire, Ouais. dès qu'il y a de l'orage, dès qu'il y a un peu de vent fort en Bourgogne, je suis là et toute la nuit, je me dis: «Mon Dieu, est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que j'ai pas un problème sur le toit? Est-ce que je vais pas avoir ci? Est-ce que je vais pas avoir ça?» Bon, alors je vais vous laisser rejoindre votre enfant dans le Morvan. Merci. Merci beaucoup Arnaud Bachelin d'avoir été l'invité d'un ciel superbe. Merci Joseph Agostini.